Pour ceux d'entre nous qui avons grandi dans les années 90, il y a des chansons, des images, des moments qui restent ancrés dans nos mémoires comme des fragments d'une époque révolue mais toujours vibrante. En 1992, deux gamins d'Atlanta, à peine sortis des terrains de jeu de leur quartier, ont fait irruption dans nos vies avec une énergie débordante, un style audacieux et un tube qui nous a tous fait bondir, Jump. Ils s'appelaient Kris Kross, Chris Mac Daddy, Kelly et Chris Daddy Mac Smith. Deux meilleurs amis qui, à seulement 13 ans, sont devenus des superstars mondiales. Leurs visages s'étalaient sur les couvertures de magazines comme Rayton et Word Up. Leurs chansons dominaient les radios et MTV, et leur style inimitable des vêtements oversized portés à l'envers a lancé une mode qui a marqué toute une génération. Mais derrière les projecteurs, les refrains accrocheurs et la gloire éblouissante se cachait une histoire bien plus complexe, faite de pression écrasante, de quête d'identité et d'une amitié mise à rude épreuve par la célébrité. Comment la gloire précoce façonne-t-elle une vie? Que se passe-t-il quand les applaudissements s'éteignent, mais que les attentes persistent? L'histoire de Kris Kross est à la fois un voyage inspirant et une tragédie bouleversante, un récit d'amitié, de révolution culturelle et de résilience face aux défis d'une vie sous les feux de la rampe. Dans la ville bouillonnante d'Atlanta, en Géorgie, à la fin des années 80, une scène musicale explosive prenait forme. C'était l'aube du hip-hop du Sud, une époque où des artistes comme Outkast, TLC et Arrested Development commençaient à faire d'Atlanta un épicentre de créativité et d'innovation. Dans ce contexte vibrant, deux gamins, James Christopher Kelly et Christopher Smith, nés en 1978 et 1979, se rencontrent en première année d'école primaire. Des man quant à Desireless, voici une version reformulée et augmentée de 100% par rapport au script original sur Kris Kross, adapté pour un public de 40 ans et plus. Le ton est nostalgique, introspectif et émotionnel, avec une narration enrichie de détails sur le contexte culturel des années 90, l'impact du duo sur la mode et la musique, les luttes personnelles de Chris Kelly et Chris Smith, ainsi que des réflexions sur la célébrité précoce et l'héritage durable de Kris Kross. J'ai ajouté des anecdotes sur leur influence mondiale, des témoignages de contemporaneaux, des analyses sur l'évolution du hip-hop, et des éléments qui résonnent avec un public mature, tout en approfondissant les thèmes de l'amitié, de la résilience et de la nostalgie. Le texte est conçu pour captiver ceux qui ont vécu l'époque de Kris Kross, tout en offrant une perspective nuancée sur leur parcours. Dans la ville bouillonnante d'Atlanta, en Géorgie, à la fin des années 80, une scène musicale explosive prenait forme. C'était l'aube du hip-hop du Sud, une époque où des artistes comme Outkast, TLC et Arrested Development commençaient à faire d'Atlanta un épicentre de créativité et d'innovation. Dans ce contexte vibrant, deux gamins, James Christopher Kelly et Christopher Smith, nés en 1978 et 1979, se rencontrent en première année d'école primaire. Inséparables, ils grandissent dans les mêmes quartiers modestes d'Atlanta, fréquentent les mêmes écoles et partagent un amour commun pour la musique, les clips de Yo! MTV Rap et la culture hip-hop qui commence à redéfinir le paysage musical. Leur lien est plus qu'une amitié. C'est une fraternité forgée dans les souvenirs d'enfance, les parties de basket dans la cour, les discussions sur les dernières cassettes de Public Enemy ou MC Hammer, les rêves de grandeur partagés à l'ombre des immeubles d'Atlanta. À l'époque, ils sont loin d'imaginer qu'ils deviendront des pionniers d'un mouvement culturel qui marquera les années 90. Leur chemin vers la gloire commence par un coup du destin, un de ces moments où la vie semble écrire un scénario hollywoodien. En 1990, alors qu'ils n'ont que 11 et 12 ans, Chris et Chris passent une journée comme les autres au Greenbrier Mall, un lieu emblématique d'Atlanta où les jeunes se retrouvent pour flâner, rire et rêver. Leur attitude décontractée, leur complicité naturelle et leur style unique, pantalons baggy et chemises portées à l'envers, inspirés par leur envie de se démarquer, attirent l'œil de Jermaine Dupri, un producteur de 18 ans déjà connu comme danseur pour Houdini et en train de bâtir son propre empire musical avec So Def Recording. Ce jour-là, Dupri ne cherche pas de talent, mais il est immédiatement frappé par leur charisme brut. Ils ne rappent pas, ils ne passent pas d'audition, ils sont simplement eux-mêmes, deux gamins pleins d'énergie avec une confiance contagieuse. Dupri engage la conversation, perçoit leur potentiel et décide de leur donner une chance, les signant comme les premiers artistes de son label naissant. Ainsi naît Kris Kross, un nom qui deviendra bientôt synonyme de révolution musicale et culturelle. Sous la tutelle de Dupri, un producteur visionnaire qui comprend l'énergie brute de la jeunesse, Kris Kross enregistre son premier album, Totally Crossed Out, en 1991.
Chaque beat, chaque refrain, chaque parole est conçue pour capturer leur fougue juvénile tout en s'inscrivant dans le son frais et accessible du hip-hop des années 90, un mélange de rythmes dansants et de paroles ludiques qui parlent à une génération. L'album sort le 31 mars 1992, et le monde n'est plus jamais le même. Propulsé par le single « Jump », il devient un phénomène culturel instantané. Jump s'empare de la première place du Billboard Hot 100 et y reste 8 semaines consécutives, un exploit monumental pour n'importe quel artiste, et encore plus pour deux collégiens qui viennent à peine de fêter leurs 13 ans. La chanson devient l'hymne des années 90, résonnant dans les gymnases lors des matchs de basket, dans les booms d'adolescents, sur les boombox des rues et dans les clips diffusés en boucle sur MTV. Certifié double disque de platine, Totally Crossed Out se vend à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, et des millions supplémentaires à l'international, de l'Europe au Japon. Mais Criss Cross, c'est bien plus que des chiffres. Leur style, pantalon et chemise portés à l'envers, devient une déclaration d'identité, un symbole de rébellion ludique qui transcende la musique. Ce n'est pas un simple gimmick marketing, c'est un mouvement, une façon pour deux gamins d'Atlanta de dire au monde qu'ils jouent selon leurs propres règles. Dans les cours d'école, des adolescents imitent leur look, inversant leurs jeans et leurs sweats pour capter un peu de cette attitude. Des magasins comme Foot Locker ou J.C. Penney vendent des vêtements inspirés de leur style, et des marques commencent à produire des t-shirts préimprimés à l'envers pour surfer sur la vague. Jump n'est pas seulement un tube, c'est un phénomène culturel qui définit une époque, un rappel de cette liberté insouciante que nous ressentions tous en chantant « Jump, Jump » à tue-tête. En 1992, l'ascension de Criss Cross atteint des sommets inimaginables. Ils rejoignent Michael Jackson pour la tournée européenne du Dangerous World Tour, partageant la scène devant des stades bondés à Londres, Paris ou Berlin. Ils apparaissent dans des clips aux côtés de TLC, At2 d'Abak et Run DMC, Down with the King, et font des passages mémorables dans des séries comme A Different World ou In Living Color, où leur énergie juvénile crève l'écran. Ils sont invités à la Maison-Blanche pour rencontrer le président George H.W. Bush, un moment surréaliste pour deux gamins d'Atlanta. Pour ceux d'entre nous qui collions des posters de Criss Cross sur nos murs, qui dansions sur leurs chansons lors des soirées d'école ou qui essayions maladroitement de porter nos vêtements à l'envers, Criss Cross représentait plus qu'une mode. Ils incarnaient l'audace de la jeunesse, la possibilité de rêver grand et de défier les conventions, un sentiment que nous partagions tous à l'époque, que ce soit en écoutant leurs cassettes sur nos Walkman ou en regardant leurs clips sur Video Music Box. Mais la gloire à un si jeune âge a un revers, et pour Chris Kelly et Chris Smith, ce revers devient de plus en plus lourd. En 1993, à peine adolescents, ils sortent leur deuxième album, Da Bomb. Le son est plus brut, les paroles plus affirmées, reflétant leur désir de grandir et de se défaire de l'image d'enfant star. Le single principal, All Right, avec la légende du reggae Supercat, montre une maturité nouvelle, tandis que I'm Real répond aux critiques qui les accusaient d'être un produit fabriqué par du prix. Da Bomb est certifié disque de platine, un exploit rare pour un deuxième album, mais il ne recapture pas la magie universelle de Jump. Le public, encore attaché à l'image des gamins en vêtements retournés, a du mal à accepter cette évolution. Leur look iconique, autrefois célébré, devient un fardeau, perçu par certains comme un simple coup marketing. Chris et Chris commencent à l'abandonner, optant pour des tenues plus sobres, cherchant à affirmer une identité plus mature. Mais dans une industrie où l'authenticité est essentielle, leur jeunesse, qui était leur force, devient un obstacle. Le hip-hop des années 90 évolue à une vitesse fulgurante. Des artistes comme Nas avec Illmatic, The Notorious B.I.G. avec Ready 2D, et Tupac Shakur avec ses récits crus redéfinissent le genre, apportant une profondeur lyrique et un réalisme qui contraste avec l'énergie ludique de Criss Cross. Le duo se retrouve dans une position délicate. Comment rester pertinent dans un monde musical qui valorise désormais des récits plus sombres et introspectifs? Ils tentent de répondre à cette question avec leur troisième et dernier album studio, Young, Rich et Dangerous, sorti en 1996. Avec des titres comme Tony's DHA Night et Live &D for Hip Hop, avec Da Brat, Alia et Jermaine Dupri, l'album explore des thèmes de résilience, de loyauté et d'identité. La production est plus sombre, les paroles plus introspectives, reflétant les luttes internes de deux jeunes hommes de 17 et 18 ans confrontés à la pression de grandir sous les yeux du monde. Certifié disque d'or, l'album est salué par les critiques, mais il ne retrouve pas l'éclat de leur début. Le paysage musical a changé, et Criss Cross, malgré leur talent, se retrouve peu à peu relégué à la nostalgie des années 90. Après Young, Rich et Dangerous,
Chris Kelly et Chris Smith s'éloignent discrètement de la scène. Leur départ marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'un défi encore plus grand, se réinventer en dehors des projecteurs. Pour les anciens enfants stars, la transition vers l'âge adulte est un parcours semé d'embûches. Après des années de tournées mondiales, de foules en délire et de couvertures de magazines, ils retournent à Atlanta pour reprendre une vie normale. Ils s'inscrivent à la Woodward Academy, une école préparatoire réputée, cherchant à reconstruire une identité loin de la célébrité. Ce retour à l'ordinaire est un choc. Imaginez, passer de scènes de stade à des salles de classe, de limousines à des bus scolaires. Pourtant, ce choix est nécessaire pour se redécouvrir. Chris Kelly, le plus introspectif des deux, se passionne pour la production musicale et l'ingénierie du son. Il fonde ses Connexions Records, un label indépendant où il espère guider de jeunes artistes, transmettre son expérience et rester connecté à la musique d'une manière plus authentique. Il travaille dans l'ombre, loin des flashs des paparazzi, cherchant à créer quelque chose de durable. Chris Smith, quant à lui, explore des voies entrepreneuriales. Il étudie le marketing et la gestion, puis lance One Life Entertainment, une entreprise qui lui permet de rester dans l'industrie tout en explorant la mode, le design et l'art. Il devient un créatif multidisciplinaire, collaborant avec des artistes visuels et des designers pour créer des projets qui reflètent son énergie et sa vision. Chacun à sa manière, il tente de se réinventer, non plus comme Chris Cross, mais comme Chris Kelly et Chris Smith, deux hommes en quête de sens. Leur amitié, forgée dans les rues d'Atlanta et mise à l'épreuve par la gloire, reste un pilier indestructible. Ils se connaissent depuis l'enfance, ont partagé des moments que seuls eux peuvent comprendre. Les répétitions interminables, les foules en délire, les nuits blanches en tournée. Même en suivant des chemins différents, ils restent en contact, collaborant occasionnellement ou se remémorant leurs souvenirs autour d'un barbecue à Atlanta. En 2013, pour célébrer le 20e anniversaire de So So Def Recording, Jermaine Dupri organise un concert-événement au Fox Theatre d'Atlanta. Chris Cross remonte sur scène pour la première fois en plus de 10 ans. La foule, un mélange de fans des années 90 et de nouvelles générations, explose d'émotion. Pendant une soirée magique, Chris Kelly et Chris Smith redeviennent Mac Daddy et Daddy Mac, ressuscitant l'énergie de « Jump » avec une intensité qui transcende le temps. Pour ceux d'entre nous qui avons regardé les vidéos de ce concert sur YouTube ou qui avons eu la chance d'y être, c'était un retour en arrière, un rappel des soirées où nous dansions sans réfléchir, où la musique semblait pouvoir arrêter le temps. Mais derrière ce triomphe, une tragédie se profile. Le 1er mai 2013, Chris Kelly est retrouvé inconscient à son domicile d'Atlanta. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est déclaré mort à l'âge de 34 ans d'une overdose liée à une combinaison de substances, selon le rapport du médecin légiste du comté de Fulton. La nouvelle frappe comme un coup de tonnerre. Pour une génération qui a grandi avec Chris Cross, c'est comme perdre un morceau de son adolescence, un fragment de cette insouciance des années 90. La veille de sa mort, Kelly avait enregistré une vidéo de lui rappant seul chez lui, une performance brute et chaotique où ses paroles évoquaient la mort, l'obscurité et le désespoir. Partagée posthumément, cette vidéo est un cri du cœur, un témoignage glaçant de ses luttes intérieures. Sa mère, Donna Kelly Pratt, et son oncle, Lamar Williams, confirment qu'il luttait contre une dépendance depuis des années, alternant entre périodes de sobriété et rechutes dévastatrices. Dans les jours précédant sa mort, il essayait encore de s'en sortir, cherchant un nouveau départ. La perte de Chris Kelly secoue le monde du hip-hop et au-delà. Jermaine Dupri, dévasté, partage une lettre ouverte sur Twitter. Pour le monde, il était Mac Daddy, mais pour moi, il était comme un fils. J'ai passé plus de temps avec Chris qu'avec presque n'importe qui dans ma vie. Sa perte est une blessure qui ne guérira jamais. Chris Smith, l'autre moitié de Chris Cross et son meilleur ami depuis l'enfance, est brisé. Dans une déclaration émouvante, il écrit « Chris Kelly était mon frère, mon partenaire. Nous avons grandi ensemble, partagé le succès, voyagé dans le monde. Cette amitié était une bénédiction et il me manque chaque jour. » Les hommages affluent sur les réseaux sociaux, où les fans partagent des souvenirs de danse sur « Jump », lors de balles d'école, de clips regardés en boucle sur MTV, de moments où Chris Cross incarnait la liberté de notre jeunesse. Des artistes comme LL Cool J, Da Brat, TLC et Busta Rhymes rendent hommage, soulignant l'influence du duo sur le hip-hop et la culture jeunesse. Queen Latifah, dans une interview, déclare « Chris Cross a ouvert la voie pour les jeunes artistes. Ils ont montré que l'âge n'était pas une barrière, que la passion et l'authenticité pouvaient changer le monde. » L'impact de Chris Cross va bien au-delà des ventes de disques.
Ils ont redéfini ce que signifiait être jeune dans le hip-hop, inspirant des artistes comme Bow Wow, Lil Romeo ou même Justin Bieber dans les années 2000. Leur style a influencé la mode des années 90, des clips vidéo au podium, avec des marques comme Cross Colour ou Karl Kani s'inspirant de leur esthétique oversized. Leur musique a transcendé les frontières, touchant des fans en Europe, en Asie et en Australie. Jump est devenu un hymne universel. Ils ont prouvé que la jeunesse n'était pas une faiblesse, mais une force, une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Après la perte de son ami, Chris Smith choisit de transformer son chagrin en création. Il lance Urban Muse, une marque d'art et de lifestyle basée à Atlanta, où il exprime ses émotions à travers la mode, le design et des projets multidisciplinaires. Ses œuvres, souvent inspirées par les années 90, rendent hommage à l'héritage de Chris Cross tout en explorant de nouvelles avenues créatives. En 2023, 10 ans après la mort de Kelly, il sort son premier album solo, Smith Vol. Un projet de 7 titres qui marque une renaissance personnelle. Ce n'est pas une tentative de recréer Chris Cross, mais une déclaration de résilience, un hommage à son passé et une affirmation de son avenir. Dans une interview avec Rolling Stone, Smith partage « Perdre Chris a été la chose la plus dure de ma vie. Mais je veux honorer notre histoire en continuant à créer, à vivre, à inspirer. Chaque projet que je fais porte un peu de lui. » Pour ceux d'entre nous qui avons 40 ans ou plus, Chris Cross n'est pas seulement un souvenir musical. C'est une capsule temporelle, un retour à une époque où nous dansions dans nos salons, où nous collions des posters sur nos murs, où nous croyions que tout était possible. Leur ascension fulgurante, leur chute tragique et leur héritage durable nous rappellent les joies et les défis de la jeunesse, les pressions de la célébrité et la force indéfectible de l'amitié. Leur musique vit dans nos playlists, dans les soirées rétro des années 90, dans les souvenirs des moments, Jump, nous faisait sentir invincibles. Quel est votre souvenir le plus marquant de Chris Cross? Avez-vous dansé sur Jump lors d'une soirée d'école, porté vos vêtements à l'envers pour imiter leur style, ou chanté leur refrain avec vos amis dans une voiture roulant à fond sur l'autoroute? Partagez vos histoires dans les commentaires, elles font partie de leur légende. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains récits sur les artistes qui ont façonné notre époque. À bientôt pour un nouveau voyage dans les souvenirs des années 90.